Chapitre 1. La vie tranquille. Isaac Garner avait appris à trouver la paix dans les petites choses après 18 ans en tant que Navy SEAL, 12 déploiements sur 3 continents, des opérations dont il ne parlerait jamais et des cicatrices qui cartographiaient une carrière de violence calculée. Il avait gagné sa vie tranquille à Portland, dans l'Oregon. Il dirigeait une petite entreprise de conseil en sécurité, enseignant principalement aux cadres d'entreprise l'évaluation des menaces. Rien à voir avec l'ancien temps. Ces jours-ci, son plus grand frisson était ses courses du mardi matin le long de la rivière Willamette et ses dîners du dimanche avec sa fille. Evelyn Garner avait 7 ans quand Isaac avait pris sa retraite du service actif. À présent âgée de 23 ans, elle était devenue une jeune femme brillante, étudiant la biochimie à l'Oregon Health and Science University. Elle avait l'esprit vif de sa mère, la défunte épouse d'Isaac. Alicia était morte d'un cancer 6 ans plus tôt. Et la détermination obstinée d'Isaac, « Papa, je veux te présenter quelqu'un », avait dit Evelyn 3 mois plus tôt lors de leur dîner hebdomadaire chez Jake's Famous Crawfish. Isaac avait levé les yeux de son crabe Dungeness. « Quelqu'un, il s'appelle Theodore Dixon. Nous nous sommes rencontrés lors d'un symposium technologique. Il est différent. » Elle avait souri de cette façon qui faisait flamber les instincts protecteurs d'Isaac. « Il vient me chercher après le dîner. Ça te va? Un café ?» Pas d'interrogatoire. Isaac avait accepté, bien que sa formation ne s'éteignît jamais vraiment. Quand Théodore était arrivé dans une Porsche 911 GT3, Isaac avait noté chaque détail, la montre coûteuse, la poignée de main confiante qui en faisait trop, la façon dont ses yeux ne correspondaient pas tout à fait à son sourire. Theodore Dixon avait 26 ans. Beau de cette manière fabriquée que l'argent pouvait acheter, et il travaillait dans le capital risque. Ce qu'Isaac avait rapidement appris signifiait gérer une petite partie de l'empire technologique de son père, Stuart Dixon. Le père avait bâti Apex Dynamics en un géant de la Silicon Valley valant 7. 36 milliards d'euros, spécialisé dans les systèmes de sécurité pilotés par IA. L'ironie n'échappait pas à Isaac. Au cours des mois suivants, Isaac avait vu sa fille tomber amoureuse de Théodore. Elle rayonnait quand elle parlait de lui, mais Isaac avait aussi remarqué les petites choses. La façon dont Théodore vérifiait constamment son téléphone pendant leurs dîners ensemble, la façon dont il parlait par-dessus Evelyn quand il expliquait des concepts technologiques, la façon dont son charme semblait exercé plutôt que sincère. « Papa, tu es paranoïaque ?» avait dit Evelyn le mois dernier quand Isaac avait doucement exprimé ses préoccupations. Tous les gars ne mènent pas une opération PSYOP. Théodore est généreux, ambitieux et il me traite bien. Isaac avait reculé. Il avait appris dans les équipes que l'on ne pouvait pas toujours voir la menace avant qu'elle ne frappe. Parfois, il fallait faire confiance à son équipe, et Evelyn était assez intelligente pour faire ses propres choix. Il avait eu tort d'attendre. Chapitre 2. Brisé, l'appel était arrivé à 2h47 du matin, un jeudi d'octobre. Monsieur Garner, c'est le docteur Patel des urgences de l'OHSU. Votre fille Evelyn a été amenée il y a 1 heure. Vous devez venir immédiatement. Isaac s'était habillé et avait sauté dans son camion en 90 secondes, grillant tous les feux rouges entre son condo du Pearl District et l'hôpital. Son esprit cataloguait les possibilités, accident de voiture, agression aléatoire, urgence médicale, mais son instinct lui disait quelque chose de complètement différent. Le docteur Patel l'avait rencontré dans la salle d'attente des urgences. Son visage était professionnellement composé, mais ses yeux montraient de la colère en dessous. « Monsieur Garner, Evelyn est stable, mais elle a subi des blessures importantes. Sa mâchoire est fracturée en 2 endroits, 3 côtes cassées, de sévères contusions sur le visage et le torse, et une commotion cérébrale. » Les mots avaient frappé Isaac comme un tir entrant. Que s'est-il passé? Elle a dit que son petit ami lui avait fait ça. Theodore Dixon. La voix du docteur Patel avait baissé. Les blessures sont compatibles avec une agression soutenue, multiples points d'impact. Il l'a battu. Monsieur Garner. Les mains d'Isaac s'étaient desserrées jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. 20 ans de formation en violence contrôlée hurlaient à travers son système nerveux. Mais il s'était forcé à respirer. Où est-elle? Evelyn semblait petite dans le lit d'hôpital, son visage enflé et décoloré, sa mâchoire fermée par des fils. Quand elle avait vu Isaac, des larmes avaient coulé sur ses joues. Il lui avait pris la main avec précaution, ses propres mains tremblant de rage, à peine contenues. « Je suis là, ma chérie. Je suis là. » Elle ne pouvait pas parler, mais elle n'en avait pas besoin. L'histoire provenait du rapport de police. Théodore l'avait prise pour dîner dans son penthouse au centre-ville de Portland. Ils s'étaient disputés parce qu'elle voulait passer Thanksgiving avec Isaac au lieu de voler jusqu'au domaine familial des Dixon à Palo Alto.
Théodore l'avait accusée de ne pas être assez engagée dans leur relation, puis il l'avait frappée. Quand elle avait essayé de partir, il l'avait frappée encore et encore. Un voisin avait entendu des cris et appelé le 911. Au moment où la police était arrivée, Théodore avait fui et Evelyne était à peine consciente. L'officier Lucas Brock, un vétéran de 15 ans, avait pris Isaac à part. Nous avons émis un mandat d'arrêt contre Théodore Dixon. Le problème, c'est qu'il n'est pas à son penthouse, à son bureau, ni à aucun endroit connu. Nous pensons qu'il a fui en Californie. Son père, avait dit Isaac calmement. Ouais, et c'est là que ça se complique. Stuart Dixon a une armée d'avocats. Nous coordonnons avec les autorités californiennes. Mais Brock avait secoué la tête. Les riches ont des règles différentes. Monsieur Garner, je suis désolé. Isaac était resté avec Evelyne jusqu'à l'aube, la regardant dormir. Son visage brisé était un témoignage de son échec à la protéger. Il avait éliminé des cellules terroristes, sauvé des otages de seigneurs de guerre, survécu à des fusillades dans 3 pays différents, et il n'avait pas été là quand sa fille avait le plus besoin de lui. Son téléphone avait vibré à 6h15, numéro inconnu, code régional de Californie. Isaac était sorti dans le couloir et avait répondu « Monsieur Garner, je m'appelle Stuart Dixon ». La voix était suave, exercée, le ton d'un homme habitué à résoudre les problèmes par des appels téléphoniques. Je comprends qu'il y a eu un incident malheureux entre votre fille et mon fils. Incident malheureux. La voix d'Isaac était mortellement calme. Votre fils a brisé la mâchoire de ma fille. Théodore a des problèmes de gestion de la colère. Nous en sommes conscients. Il est en traitement maintenant. Le ton de Stuart n'avait pas changé, comme s'il discutait d'un bug logiciel. Votre fille a déclenché un épisode. Ces choses arrivent dans les relations. Mais je suis un homme raisonnable. Monsieur Garner, je suis prêt à vous offrir 84 millions d'euros pour régler cette affaire en privé. Frais médicaux, souffrance et douleur à votre discrétion. Les mâchoires d'Isaac s'étaient insérées si fort qu'il avait senti ses dents grincer. À ma discrétion, les charges disparaissent. Evelyne reçoit les meilleurs soins que l'argent peut acheter. Vous passez tous les deux à autre chose. Personne n'a besoin du cirque médiatique. Stuart avait fait une pause. Je vous envoie les informations pour le virement. Pensez à l'avenir de votre fille. Monsieur Garner. Une bataille juridique prolongée n'aide personne. Isaac avait raccroché. Il se tenait dans un couloir d'hôpital, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de sa tête, et avait pris une décision. Le système ne rendrait pas justice. Les avocats retarderaient. L'argent corromprait. Théodore Dixon s'en sortirait libre. Et quelque part plus tard, il blesserait une autre femme. Mais Isaac Garner n'était pas le système. Il était une arme, et les armes avaient un but. Chapitre 3. Reconnaissance. Isaac avait passé la semaine suivante à être le père endeuillé parfait. Il était resté avec Evelyne, avait coordonné ses soins médicaux, avait parlé poliment avec les détectives, et avait semblé considérer l'offre de Stuart Dixon quand les avocats de l'homme avaient appelé 2 fois de plus. Mais la nuit, dans son condo, Isaac avait commencé son vrai travail. Son premier appel avait été à Harry Loomis, un ancien opérateur de la SEAL Team 6 qui dirigeait maintenant une firme d'intelligence privée à Seattle. Ils avaient servi ensemble en Afghanistan et Harry devait sa vie à Isaac après qu'une mission à Kandahar avait mal tourné. « J'ai besoin de tout sur Stuart Dixon et son fils Théodore », avait dit Isaac. Dossier financier, plan des propriétés, détails de sécurité, patterns de vie, tout. Harry était resté silencieux un moment. « C'est à propos de ta fille ?»« Oui. » Le salaud qui l'a mise à l'hôpital. « Oui. » N'en dis pas plus. J'aurai un rapport préliminaire dans 48 heures. Harry avait fait une pause. « Isaac, si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit d'autre, je suis là, je te le ferai savoir. » Le rapport que Harry avait livré était exhaustif. Stuart Dixon avait bâti Apex Dynamics d'une petite start-up en un empire technologique par des pratiques commerciales impitoyables et des acquisitions stratégiques. 3 anciens partenaires l'avaient poursuivi pour fraude. Tous réglés discrètement avec des accords de non-divulgation. 2 employés avaient déposé des plaintes pour harcèlement qui avaient disparu dans des règlements scellés. Théodore était pire. Le plus jeune des 3 enfants de Stuart, Théodore avait été expulsé de Stanford pour avoir agressé un autre étudiant, charges abandonnées après un don généreux. Il avait totalisé 3 voitures de luxe dans des accidents en état d'ivresse, et chaque incident enterré par des avocats, et il y avait un dossier juvénile scellé de quand Théodore avait 17 ans, impliquant une fille dans son lycée préparatoire. Ce n'était pas un problème de gestion de la colère. C'était un pattern protégé.
Le deuxième appel d'Isaac avait été à Miguel Dali, un spécialiste technologique avec qui il avait travaillé lors de contrats de sécurité privée. Miguel pouvait pirater n'importe quoi et ses services n'étaient pas bon marché. Mais Isaac avait des économies et rien n'importait plus que ça. J'ai besoin des schémas d'une propriété à Palo Alto, avait dit Isaac, en envoyant à Miguel l'adresse du domaine familial des Dixon, système de sécurité, emplacement des caméras, horaire du personnel. Tout, Miguel avait sifflé quand il avait consulté les registres de propriété. Cet endroit est une forteresse, équipe de sécurité privée de 20 personnes, ancien du secret service, serrure biométrique, capteur thermique, le tout. Stuart Dixon ne fait apparemment pas confiance à ses propres systèmes de sécurité IA. Peux-tu me faire entrer? Physiquement, ce n'est pas mon département, mais je peux te fournir les plans, les rotations des gardes et une fenêtre de 12 heures quand la sécurité c'est la plus légère. Il change de car tous les jeudis soirs entre 2 et 4 heures du matin. Seulement 15 gars en service au lieu de 20. Envoie-moi tout. Le troisième appel d'Isaac avait été le plus dur. Shane Mercer avait été son chef d'équipe dans les SEAL. Un homme qui avait appris à Isaac que parfois la justice existait en dehors de la loi. Shane avait pris sa retraite dans le Montana et dirigeait une école de formation à la survie. Mais Isaac savait que Shane avait encore des connexions avec les coins les plus sombres du monde de la sécurité privée. « Tu prépares quelque chose de stupide ?» avait dit Shane après qu'Isaac eut expliqué la situation. « Je prépare quelque chose de nécessaire. » Hey Isaac, écoute-moi. Tu t'attaques à un milliardaire comme Stuart Dixon, même si tu réussis, tu passeras le reste de ta vie en prison. C'est ce dont Evelyn a besoin, son père en cellule. Ce dont elle a besoin, c'est de savoir que l'homme qui l'a blessée a fait face à des conséquences, de vraies conséquences. Pas un chèque de règlement, la voix d'Isaac était d'acier. J'ai passé 18 ans à utiliser la violence au service de la politique et des politiques. Juste une fois, je veux l'utiliser pour quelque chose qui compte vraiment. Shane avait soupiré. Tu as besoin de renfort? Non, c'est mon combat. Mauvaise réponse. Tu y vas seul? Tu risques de ne pas en sortir. Je connais 2 gars, des opérateurs solides, qui freelancent pour le bon prix. Ils couvriront tes arrières sans question. Isaac y avait réfléchi, il avait prévu de le faire seul. De porter le risque seul, mais Shane avait raison. L'orgueil tuait les opérateurs. Envoie-moi leurs informations. À la fin de la semaine, Isaac avait une image complète. Le domaine des Dixon s'étendait sur 6,07 hectares dans le quartier le plus exclusif de Palo Alto. La maison principale faisait 2323 irmeta, avec Stuart occupant l'aile ouest. Theodore vivait dans l'aile est quand il n'était pas dans son penthouse de Portland, et selon la surveillance de Harry, Theodore était retourné à Palo Alto la nuit après l'agression. L'équipe de sécurité était composée d'anciens militaires, bien entraînés, mais complaisants. Ils n'avaient jamais affronté une vraie menace. Les systèmes de sécurité du domaine étaient à la pointe de la technologie, mais prévisibles. Capteurs de mouvement avec des zones mortes, caméras avec des angles morts et gardes qui suivaient des routines. Isaac avait passé 3 jours à étudier les matériaux mémorisant les plans, chronométrant les rotations des gardes, identifiant les points d'entrée et de sortie. Il avait volé jusqu'à Palo Alto sous un faux nom et avait mené une surveillance physique, observant le domaine depuis les propriétés voisines, notant les patterns. Stuart Dixon partait au travail à 6 heures tous les matins, rentrait à 19 heures. Theodore quittait rarement le domaine. Probablement sur les conseils de son avocat, l'équipe de sécurité changeait de quart comme une horloge. Le 10e jour après l'agression d'Evelyn, Isaac avait reçu une lettre certifiée des avocats de Dixon. C'était une offre finale. 76 millions d'euros, accord de non-divulgation signé, toutes les charges pénales abandonnées. Evelyn recevrait une couverture médicale à vie pour toute blessure liée. Isaac avait brûlé la lettre dans sa cheminée. Ce soir-là, il avait appelé Evelyn. Sa mâchoire guérissait, bien qu'elle ne pût toujours pas parler clairement. « Papa, ne fais rien de stupide », avait-elle réussi à dire à travers la douleur. « Je ne ferai rien. » Isaac avait menti. « Je t'aime, ma chérie, je t'aime aussi. » Après avoir raccroché, Isaac avait préparé son équipement en vêtements tactiques sombres, équipement d'escalade, attach zip, un taser et un Sig Sauer P226, la même arme de poing qu'il avait portée dans les équipes. Il ne prévoyait de tuer personne. La mort était trop facile. Il voulait qu'ils comprennent la peur. Chapitre 4. Fantôme dans la machine. Isaac était arrivé à Palo Alto un mercredi soir, s'enregistrant dans un motel bon marché sous son identité fictive. Les 2 opérateurs de Shane, Nicholas Dorsey et Will Floyd,
Tous deux anciens de la Delta Force l'avaient rencontré dans une unité de stockage en périphérie de la ville. Nicolas était bâti comme un linebacker, calme et méthodique. Will était plus mince, plus rapide. Avec les yeux aiguisés d'un sniper, les deux hommes avaient travaillé sur des contrats officieux en Syrie et au Yémen. Ils ne posaient pas de questions sur la moralité, ils en avaient revu assez pour savoir que le monde n'était pas noir et blanc. « Nous ne sommes pas là pour tuer qui que ce soit », avait briefé Isaac. « Nous sommes là pour envoyer un message. » Quel genre de message ? Avait demandé Nicolas. Le genre qui fait réaliser à un milliardaire que son argent ne peut pas acheter la sécurité. Le genre qui fait comprendre à son fils que les actions ont des conséquences. Will avait hoché la tête. « Nous avons fait pire pour de pires raisons. » Quel est le plan ? Isaac avait étalé les schémas du domaine sur une table improvisée. Miguel a piraté leur système de sécurité. À 2h30 demain matin, il créera une panne roulante. Lumières et caméras s'éteignent en séquence, faisant ressembler ça à une fluctuation du réseau électrique. Ça durera 12 minutes. La sécurité enquêtera. Mais ils regarderont vers l'extérieur pour des menaces externes. Pendant que nous entrons, avait terminé Nicolas. Exactement. Il y a un angle mort au coin nord-ouest où la propriété donne sur une réserve naturelle. Nous escaladons le mur là, nous nous déplaçons à travers les jardins jusqu'à la maison principale. Miguel dit que la chambre de Stewart est au 2e étage. Ah, il est au ouest. Celle de Théodore est à l'ailette, rez-de-chaussée. 20 gardes, même avec 15 en rotation, c'est beaucoup de puissance de feu. Nous n'engageons pas, sauf si nécessaire, taseras et neutralisation non létale. L'objectif est d'entrer, de délivrer le message et de sortir avant qu'ils ne sachent ce qui les a frappés. Nicolas avait haussé un sourcil. « Tu veux taser 20 ex-Secret Service. Je les veux inconscients, pas morts. Pouvez-vous le faire ?» Les deux hommes avaient souri. « Putain, oui », avait dit Will. Ils avaient passé le reste de la nuit à répéter. Isaac leur avait fait mémoriser le plan, pratiquer les patterns de mouvement, coordonner le timing à la seconde près. À minuit, ils étaient prêts à 1h45 jeudi matin. Ils s'étaient rendus à un point de rassemblement à 800 primateurs du domaine. Isaac avait senti le calme prémission familier s'installer sur lui. Le même focus qu'il avait porté à travers une centaine d'opérations, ce n'était pas un TSPT ou une psychose de vengeance. C'était de la clarté, vérification Codemes. Isaac avait chuchoté dans son micro de gorge. « Floyd, bonne copie. Dorsey, bonne copie. Miguel, tu es là ? Je suis dans leur système. » La voix de Miguel avait crépité dans leurs oreillettes. « Vous avez 12 minutes à partir de maintenant ?» Panne roulante initiée. Les lumières extérieures du domaine avaient clignoté et s'étaient éteintes en séquence, l'obscurité se répandant comme une vague. À l'intérieur, Isaac savait, les moniteurs de sécurité devenaient fous, les gardes se bousculant pour évaluer la panne. Avancés, ils avaient traversé les 800 mm en 7 minutes, utilisant la vision nocturne pour naviguer dans l'obscurité. Le mur du domaine faisait 66 mètres de béton armé surmonté de capteurs, des capteurs qui étaient actuellement hors ligne. Nicolas avait boosté Will en premier, qui avait fixé une corde. Isaac avait suivi, se déplaçant avec un silence exercé. De l'autre côté, ils étaient tombés dans des jardins paysagers qui coûtaient probablement plus que la maison de la plupart des gens. 2 gardes, coin nord-est, avait chuchoté Will, repérant des signatures thermiques à travers sa lunette, enquêtant sur la panne, contourné et ils s'étaient déplacés comme des ombres à travers des arbres ornementaux et des haies sculptées. Le pouls d'Isaac était resté stable à 60 battements par minute. Une autre compétence des équipes contrôlait la physiologie sous stress. La maison principale se dressait devant eux, un monument à la richesse et à l'excès. À travers les fenêtres du rez-de-chaussée, Isaac avait vu du mouvement. Un garde vérifiant les disjoncteurs, 4 minutes restantes, avait mis à jour Miguel, entrée latérale. Côté ouest, Isaac avait dirigé « devrait être déverrouillé selon les interviews du personnel ». La porte s'était ouverte silencieusement, ils étaient à l'intérieur. L'intérieur était exactement comme les plans le montraient. Sols en marbre, plafond voûté, art abstrait valant des millions. Isaac les avait guidés à travers un salon, passé une cuisine plus grande que tout son condo, vers l'escalier principal. C'est alors qu'ils avaient entendu des voix, probablement juste le réseau encore. Cal Power a été peu fiable. 2 gardes avaient tourné le coin, lampe de poche balayant. Isaac n'avait pas hésité, il s'était déplacé comme du liquide, comblant la distance avant que le premier garde ne puisse réagir. Taser au cou, 50 000 volts, l'homme était tombé instantanément. Nicolas avait pris le second garde avec une prise d'étranglement.
Inconscient en 4 secondes, traînez-les dans le placard, avait ordonné Isaac, 2 minutes. Il s'était te déplacer plus vite maintenant, montant l'escalier jusqu'au 2e étage. Nous restons à l'atterrissage comme sécurité arrière, pendant qu'Isaac et Nicolas s'approchaient en la suite de la chambre de Stuart Dixon. Isaac avait testé la poignée de porte déverrouillée, arrogant. À l'intérieur, Stuart Dixon dormait dans un lit king size sous des draps en coton égyptien. Probablement valant plus qu'un mois de frais de consultation d'Isaac, l'homme avait 62 ans, cheveux argentés, avec le visage confortable de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de vraies conséquences. Isaac avait traversé la chambre et avait plaqué une main sur la bouche de Stuart. Les yeux du milliardaire s'étaient ouverts brusquement. S'élargissant de terreur en voyant la figure masquée au-dessus de lui, « Fais un bruit et tu meurs », avait chuchoté Isaac. « Hoche la tête si tu comprends ?» Stuart avait hoché la tête frénétiquement. Isaac avait attaché ses mains derrière son dos avec des zip-ties, puis l'avait traîné jusqu'à une chaise près de la fenêtre. Stuart respirait fort, ses pyjamas coûteux sombres de sueur. « Sais-tu qui je suis ?» avait demandé Isaac. Stuart avait secoué la tête. « Je suis Isaac Garner, le père d'Evelyn, l'homme dont la fille a été battue par ton fils jusqu'à ce que sa mâchoire se brise. » Isaac s'était penché près. « Tu m'as appelé, m'as offert 84 millions d'euros pour disparaître. Te souviens-tu ?» Reconnaissance et peur se disputaient sur le visage de Stuart. « Voici la chose à propos de l'argent. Monsieur Dixon, il peut acheter beaucoup. Des avocats, du silence, de la protection, mais il ne peut pas acheter la sécurité. Pas de moi. » Isaac avait sorti son téléphone, montrant à Stuart des photos de l'équipe de sécurité du domaine. « Je t'observe depuis 10 jours, je connais tes routines, ta sécurité, tes faiblesses. Ce soir, je suis passé devant 20 gardes armés comme s'ils n'étaient de même pas là. Que veux-tu » avait réussi Stuart, sa voix craquant. « Je veux que tu comprennes que tu n'es pas intouchable. Je veux que tu saches que chaque nuit, quand tu fermes les yeux, je pourrais être là, chaque fois que tu entends un bruit, te demander si c'est moi, chaque ombre, chaque étranger, ça pourrait être le père d'une fille que ton fils a détruite. » Isaac s'était levé. « Ton fils Théodore va faire face à la justice, la vraie justice. Si tes avocats font disparaître les charges, je reviens. S'il s'en sort libre, je reviens. S'il blesse une autre femme, je reviens. Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi poli. » 30 secondes. La voix de Miguel avait crépité. Lumière qui revienne. Isaac s'était dirigé vers la porte, puis avait fait une pause. « Une chose de plus, tu as 2 autres enfants, n'est-ce pas ? Une fille à Princeton. Un fils qui dirige ta division européenne. Pense au genre d'homme qu'est Théodore. Pense si le protéger vaut la peine de les perdre, eux aussi. Parce que c'est là où mène ce chemin. Monsieur Dixon, tu protèges un monstre ? Tu en deviens un... » Isaac était sorti alors que les lumières commençaient à clignoter pour revenir à la vie. Il avait rejoint Nicolas et Will à l'escalier et ils s'étaient déplacés à travers la maison comme des fantômes, retraquant leur chemin d'entrée. Derrière eux, Stuart Dixon était assis attaché à sa chaise, fixant la porte vide, comprenant pour la première fois de sa vie qu'il y avait des choses que son argent ne pouvait pas réparer. Ils étaient par-dessus le mur et partis avant que l'équipe de sécurité ne réalise que quelque chose n'allait pas. Chapitre 5. Démêlage. La nouvelle avait frappé le monde technologique comme une bombe. Maison du PDG d'Apex Dynamics, Stuart Dixon infiltré par des assaillants inconnus. Hurlait le titre dans TechCrunch. L'histoire avait été soigneusement aseptisée, aucune mention de Théodore ou de l'agression, juste des références vagues à une brèche de sécurité et aucune blessure rapportée si. Mais Isaac savait que la vérité rongeait Stuart vivant. Harry Loomis avait envoyé des mises à jour, Stuart avait triplé son équipe de sécurité, installé des scanners biométriques supplémentaires et dormait dans une panic room. L'homme était terrifié. Plus important encore, les avocats de Théodore s'étaient tus. L'officier Lucas Brock avait appelé Isaac dimanche. Quelque chose de bizarre se passe avec l'affaire Dixon. Leur équipe juridique a demandé une réunion avec le procureur. Ils ne combattent plus les charges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Théodore Dixon pourrait réellement faire face à un tribunal. C'est la première fois que je vois ça avec leur famille. Brock semblait suspicieux. Une idée pourquoi il changerait de stratégie. Aucune. Isaac avait menti sans heurde. Peut-être qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas gagner. Ouais. Peut-être, mais le plan d'Isaac avait rencontré un accroc inattendu 3 jours plus tard quand Harry avait appelé avec des nouvelles inquiétantes. Stuart ne recule pas sur tout. Il a engagé une firme appelée Apex Security Solutions. Aucun rapport avec sa compagnie, une autre outfit. Ce sont des ex-Mossad.
Exia. Les meilleurs chasseurs d'hommes que l'argent peut acheter, le sang d'Isaac s'était glacé. Il me cherche. Il cherche quiconque a pénétré dans sa maison. Et Isaac, ces gars sont bons. Ils travaillent déjà sur l'affaire, interviewant le personnel, tirant les enregistrements de sécurité des entreprises voisines, traquant quiconque avec un mobile et des capacités. Combien de temps avant qu'il me relie? Difficile à dire. Tu as utilisé une identité fictive pour voyager? Non. Pas d'empreinte digitale? Aussi propre que je pouvais le faire. Alors tu as du temps. Mais pas beaucoup. Ces gars commenceront par quiconque a une rancune contre Stuart ou Théodore. Cette liste t'inclut. Isaac avait remercié Harry et avait raccroché. Il avait anticipé des représailles, mais pas ce niveau de sophistication. Stuart contre-attaquait, utilisant ses ressources pour chasser le fantôme qui avait envahi son sanctuaire. Isaac avait besoin d'agir plus vite. Son étape suivante était risquée, mais nécessaire. Il avait appelé Shane Mercer à nouveau. « J'ai besoin de faire disparaître quelqu'un », avait dit Isaac. « Disparaître ou disparaître. Disparaître. Comment ? Les rendre indisponibles pour quelques semaines, les retenir quelque part en sécurité, pas de mal. Juste absence. » Shane était resté silencieux. « Tu parles d'enlèvement ? Je parle de retirer une pièce du plateau avant qu'elle ne puisse être utilisée contre moi. » Qui ? Theodore Dixon. Shane avait juré coloré. « Isaac, tu as déjà piqué l'ours ? Maintenant tu veux voler son ourson ? Théodore est la clé. Tant qu'il est libre, Stuart utilisera toutes les ressources pour le protéger. Mais si Théodore disparaît, Stuart doit choisir, continuer à protéger un fantôme, ou couper ses pertes. Et tu penses qu'il coupera ses pertes ? Je pense que Stuart Dixon est un homme d'affaires d'abord, un père ensuite. Si Théodore devient un passif au lieu d'un actif, Stuart le sacrifiera pour protéger son empire. Shane y avait réfléchi. Tu as besoin d'un enlèvement propre, pas de témoins, pas de traces. Et un endroit pour le retenir qui ne peut pas être retracé jusqu'à toi. J'ai des idées, j'ai besoin de logistique. Je vais passer quelques appels. Mais Isaac, c'est franchir une ligne même que je suis mal à l'aise avec. La ligne a été franchie quand Théodore a brisé la mâchoire d'Evelyn. Je ne fais qu'équilibrer le score. 2 jours plus tard, Shane avait fourni les coordonnées d'une propriété isolée dans l'Oregon rural, une vieille cabane de chasse sur 20 hectares. Possédée par une société écran qui ne pouvait pas être retracée, Nicholas et Will, encore en Californie sur la paie d'Isaac, avaient confirmé les patterns de vie de Théodore. Le plus jeune Dixon quittait rarement le domaine, mais il avait un rendez-vous hebdomadaire avec son thérapeute à Palo Alto tous les jeudis à 14h. Le thérapeute conduit une Tesla, se gare dans un garage privé sous son immeuble de bureau, avait rapporté Nicholas, sécurité minimale. Théodore y va seul, pense probablement que ça le fait paraître vulnérable et sympathique pour le procès. Combien de temps dure la session ? 50 minutes. Comme une horloge, Isaac avait volé de retour en Californie mercredi, rencontrant Nicholas et Will dans une maison sûre. Le plan était chirurgical. Intercepter Théodore au garage de stationnement. Le soumettre, le transférer dans une fourgonnette de location, conduire jusqu'à l'Oregon, simple en théorie. Catastrophique si quelque chose tournait mal. « Tu es sûr de ça ?» avait demandé Will pendant qu'il préparait. « L'enlèvement est un délit fédéral. Ils jetteront tout pour le trouver. Laisse-les chercher. Au moment où ils réaliseront ce qui s'est passé, il sera trop tard. » Jeudi était arrivé avec un ciel clair. Isaac s'était positionné dans le garage de stationnement avec une carte-clé volée, tandis que Nicholas et Will attendaient dans la fourgonnette au niveau de la rue. À 13h58, la Porsche de Théodore avait descendu la rampe. Le pouls d'Isaac était resté stable. C'était juste une autre opération. Théodore s'était garé dans son emplacement réservé et était sorti, vérifiant son téléphone. Il était habillé décontracté, géant coûteux, hoodie de designer, et ne ressemblait en rien à un homme qui avait battu une femme inconsciente 2 semaines plus tôt. Il paraissait normal, oubliable. C'était le danger, avait pensé Isaac. Les monstres ressemblaient rarement à des monstres. Isaac s'était approché par derrière, taser prêt, Theodore Dixon. Théodore s'était tourné. Confus. Wow! 50 000 volts l'avaient fait tomber comme un sac de béton. Isaac l'avait attrapé avant qu'il ne touche le sol, le traînant vers la sortie de secours. Nicholas était là avec la fourgonnette. Portes arrière ouvertes. Ils avaient Théodore attaché avec des zip ties et bandé les yeux en 30 secondes, la fourgonnette roulant hors du garage en 60. Au moment où la réceptionniste du thérapeute se demandait pourquoi Théodore était en retard, ils étaient sur l'autoroute 101 en direction du nord. Théodore s'était réveillé quelque part près de Reading, groggy et terrifié. « Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Mon père. Ton père ne peut pas t'aider ?
avait dit Isaac calmement. Personne ne peut t'aider en ce moment. Tu vas t'asseoir tranquillement jusqu'à ce que nous atteignions notre destination. Si tu coopères, tu seras bien. Si tu ne coopères pas, ça devient désagréable. Théodore avait essayé de crier. Nicolas avait calmement placé du ruban adhésif sur sa bouche. Ils avaient conduit toute la nuit, atteignant la cabane de l'Oregon à l'aube. La propriété était parfaite isolée, pas de voisins sur des kilomètres, pas de service cellulaire. Isaac l'avait approvisionné pour un séjour de 2 semaines. Ils avaient sécurisé Théodore dans le sous-sol de la cabane, une cave à racines convertie en salle de stockage renforcée. Eau, nourriture, un lit de camp, mais pas d'appareil de communication et pas de sortie. Et maintenant, avait demandé Nicolas après l'avoir enfermé. Maintenant, nous attendons, avait dit Isaac, et nous laissons Stuart Dixon faire un choix. Chapitre 6. L'échange. La disparition de Theodore Dixon était devenue une nouvelle nationale en quelques heures. Héritier technologique disparu après une session de thérapie. Dominait les titres. Le FBI s'était impliqué. Stuart Dixon était apparu à la caméra, larmoyant et désespéré, offrant une récompense de 2 millions d'euros pour des informations. C'était une performance magistrale. Isaac avait presque cru que l'homme se souciait vraiment de son fils. Isaac avait attendu 3 jours, laissant la pression monter. Avant de faire contact, il avait utilisé un téléphone jetable routé à travers plusieurs VPN pour appeler le numéro privé de Stuart, le même numéro qui lui avait offert 84 millions d'euros pour disparaître. « J'ai ton fils ?» avait dit Isaac sans préambule. Silence. Puis, gone. Il est vivant et indemne. S'il reste comme ça dépend de toi, le FBI le cherche. Toutes les agences de police en Californie ne le trouveront pas. J'ai appris à faire disparaître les gens des meilleurs au monde. Ton fils est dans un endroit où personne ne pensera à regarder, et il y restera jusqu'à ce que nous atteignions un accord. La voix de Stuart était devenue froide. Que veux-tu? De l'argent? Je veux la justice. La vraie justice. Pas celle que tes avocats peuvent acheter. Théodore fait face à un procès pour ce qu'il a fait à Evelyn. Il plaide coupable. Il purge une vraie peine de prison. Et toi, tu recules et laisses le système fonctionner. Tu es fou? Je ne le ferai jamais. Laisse-moi être clair. Monsieur Dixon, je ne veux pas blesser Théodore. Je ne suis pas comme lui, mais je le garderai jusqu'à ce que tu acceptes. Et chaque jour que tu retardes est un autre jour où il s'assoit dans un sous-sol. Se demandant si quelqu'un vient pour lui, Isaac avait fait une pause. Tu as bâti un empire sur des décisions impitoyables. Fais-en une maintenant. Sacrifie le fils qui est un passif, ou perds tout en essayant de le sauver. C'est mon fils. Alors sois un meilleur père que tu ne l'as été. Apprends-lui que les actions ont des conséquences. Laisse-le faire face à ce qu'il a fait au lieu d'acheter sa sortie. Ou accepte que tu as élevé un monstre et que les monstres détruisent éventuellement tout autour d'eux. Isaac avait raccroché, les 24 heures suivantes avaient été tendues, Isaac était resté à la cabane avec Théodore, tandis que Nicolas et Will alternèrent l'écart pour surveiller toute approche. Théodore passait la plupart de son temps à rager ou à pleurer, essayant occasionnellement de négocier « Mon père vous donnera tout ce que vous voulez », avait dit Théodore à travers la porte du sous-sol. Et 4 millions d'euros, 46 millions d'euros, une nouvelle identité, n'importe quoi. Je ne veux pas d'argent, avait répondu Isaac. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. C'était un accident. Evelyn et moi nous sommes disputés. Les choses se sont échauffées. Tu as brisé sa mâchoire en 2 endroits. Tu as fracturé ses côtes. Tu l'as battue jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se tenir debout. La voix d'Isaac était plate. Ce n'est pas un accident, Theodore. C'est de la violence. De la violence délibérée, soutenue contre quelqu'un de plus petit et plus faible que toi. Elle m'a provoqué, et voilà. La même chose que ton père a dite. Elle t'a déclenché, elle t'a provoqué. Jamais ta responsabilité, jamais ta faute. Isaac avait secoué la tête, bien que Théodore ne pût le voir. Tu as 26 ans, tu as blessé des gens toute ta vie et n'as jamais fait face à des conséquences parce que l'argent de papa faisait disparaître les problèmes. Ça s'arrête maintenant. Théodore s'était tu. Au 4e jour de la captivité de Théodore, Stuart avait fait son choix. Une conférence de presse avait été appelée. Stuart Dixon s'était tenu devant les caméras, paraissant hagard et vaincu. Mon fils Théodore lutte avec des problèmes comportementaux depuis des années, des problèmes que j'ai échoué à adresser correctement à la lumière des événements récents et des affaires légales en cours. J'annonce que Théodore ne combattra plus les charges contre lui à Portland. Nous coopérerons pleinement avec les autorités et Théodore acceptera la responsabilité de ses actions. Les questions des reporters avaient été immédiates et bruyantes. Mais Stuart les avait fait taire d'un geste de la main. De plus,
J'établis une fondation de 2 millions d'euros pour la prévention de la violence domestique et le soutien aux victimes. Elle porte le nom d'Evelyn Garner, la jeune femme que mon fils a blessée. Aucun montant d'argent ne peut défaire ce qui s'est passé, mais peut-être pouvons-nous prévenir de futures tragédies. C'était un masterclass en relations publiques. Stuart réussissant à paraître sympathique tout en jetant Théodore sous le bus. Mais Isaac ne se souciait pas des apparences. Le résultat était ce qui comptait. Harry Loomis avait appelé 1 heure plus tard. « As-tu vu ?» Et j'ai vu. Les avocats de Théodore viennent de déposer des papiers avec le procureur de Portland. Ils négocient un accord de plaidé coupable. On dirait que Théodore purgera réellement du temps. Combien? Meilleur cas pour eux. 5 ans avec possibilité de libération conditionnelle en 3. Pire cas, 8 à 10. De toute façon, il va en prison. Isaac avait senti quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Bien. Et le fils? Tu vas le rendre maintenant? Isaac avait regardé la porte du sous-sol. Théodore avait été silencieux pendant des heures, probablement en train de traiter ce que la déclaration de son père signifiait. Qu'il avait été abandonné, sacrifié pour protéger l'empire familial. Bientôt, avait dit Isaac, je veux m'assurer que l'accord tient d'abord, et s'il ne tient pas, alors Théodore et moi aurons une conversation plus longue sur les conséquences. Mais l'accord avait tenu. Au cours des 48 heures suivantes, l'équipe juridique de Théodore avait finalisé un accord de plaidé coupable d'agression aggravée, gestion de la colère obligatoire et thérapie. 5 ans dans l'institution correctionnelle d'État de l'Oregon. Éligible à la libération conditionnelle en 3. Pas parfait, mais réel. Tangible. La justice, ou aussi proche qu'elle pouvait l'être que le système permettait. Au 6e jour de la captivité de Théodore, Isaac avait ouvert la porte du sous-sol. Théodore avait levé les yeux, ses vêtements coûteux froissés, son visage non rasé, ses yeux creusés par la peur et la réalisation. « Allez-vous me tuer ?»« Non » avait dit Isaac, « je vais te laisser partir. Mais d'abord, je veux que tu écoutes. » Il s'était assis sur les marches, juste hors de portée de Théodore. « Tu vas en prison ? 3 ans minimum, peut-être plus. Tu seras entouré d'hommes qui haïssent les abuseurs, qui haïssent les gosses riches qui pensent d'être intouchables. Ce sera l'enfer. Mais voici la chose. Théodore, c'est aussi ta dernière chance. Dernière chance pourquoi ? Pour devenir quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur. En ce moment, tu es un enfant gâté qui n'a jamais appris que les autres comptent. Tu as blessé Evelyn parce que tu parce que tu n'avais jamais été arrêté avant. La prison t'arrêtera, elle te brisera et peut-être, tu te reconstruiras en quelque chose qui n'est pas un monstre. Théodore avait détourné le regard. Mon père m'a abandonné. Non. Ton père a enfin fait ce qu'il aurait dû faire il y a des années. Te laisser faire face aux conséquences, ce n'est pas de l'abandon, c'est être un parent. Isaac s'est élevé. Tu as un choix maintenant. Tu peux passer ces années à blâmer tout le monde. Evelyn, moi, ton père, le système, ou tu peux accepter ce que tu as fait et changer. Le choix est tien. Isaac avait laissé Théodore dans le sous-sol et avait passé un dernier appel. C'est Isaac Garner. Théodore Dixon sera trouvé demain matin au relais routier sur l'I5. Borne kilométrique 168, retenu mais indemne. Considérez ceci comme la fin de notre arrangement. Puis lui, Nicolas et Will avaient nettoyé la cabane de toute trace de leur présence, chargé dans la fourgonnette et conduit Théodore, les yeux bandés et silencieux, jusqu'au point de dépôt désigné. Il l'avait laissé attaché avec des zip-ties à un banc avec une note épinglée à sa chemise. Les actions ont des conséquences. Souviens-t'en, au moment où la patrouille routière de Californie avait trouvé Théodore 6 heures plus tard, Isaac était de retour à Portland avec Evelyn. Tandis qu'elle pratiquait de parler à travers sa mâchoire fermée. « Papa » avait-elle réussi. « Tu vas bien ?»« Je vais bien, ma chérie. Tout va bien. » Et pour la première fois en semaine, il le pensait. Chapitre 7. Le procès. 3 mois plus tard, Isaac était assis au tribunal du comté de Multnomah, regardant Théodore Dixon se tenir devant la juge Eleanor Ackerman. La salle d'audience était bondée de médias, d'avocats des victimes et d'observateurs curieux attirés par la vue d'un accusé riche faisant réellement face à des conséquences. Evelyn était assise à côté d'Isaac, sa mâchoire guérie mais les cicatrices encore visibles le long de sa mâchoire, des rappels permanents qui s'estomperaient mais ne disparaîtraient jamais complètement. Elle avait insisté pour être là, pour affronter l'homme qui l'avait blessée. Tous debout, avait annoncé le huissier. La juge Ackerman était une juriste sans fioriture, avec 30 ans au banc et 0 patience pour les privilèges.
Elle avait examiné l'accord de plaider coupable avec des yeux aiguisés avant de s'adresser à Théodore. « Monsieur Dixon, vous avez accepté de plaider coupable à un chef d'accusation d'agression aggravée au 2e degré. Comprenez-vous les termes de cet accord ?» Théodore, vêtu d'un costume modeste plutôt que de sa tenue de designer habituelle, avait hoché la tête. « Oui, votre honneur. Et vous comprenez qu'en plaidant coupable, vous admettez avoir intentionnellement et sciemment causé une blessure physique grave à Evelyn Garner. » Une pause. Isaac avait vu la mâchoire de Théodore se serrer, vu la guerre entre son ego et son instinct de survie. Finalement, « Oui, votre honneur. Avant d'accepter ce plaider, je veux entendre Madame Garner. » La victime a le droit de s'adresser à la cour. Evelyn s'était levée, ses mains tremblant légèrement. Isaac voulait tendre la main pour la protéger de ce moment, mais il savait qu'elle avait besoin de le faire elle-même. « Théodore », avait commencé Evelyn, sa voix plus forte qu'Isaac ne l'avait attendue. « Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu as dit que j'étais spéciale, différente des autres filles avec qui tu étais sortie. Mais la première fois que je t'ai contredit, vraiment contredit, sur quelque chose qui comptait pour moi, tu m'as battu jusqu'à l'inconscience. » Théodore fixait le sol. « Je veux que tu saches quelque chose. Je vais m'en sortir. Ma mâchoire a guéri. Les cauchemars s'améliorent. Je termine mon diplôme de ça et je vais avoir une vie incroyable. » La voix d'Evelyn s'était durcie, mais il y a une fille, quelque part, peut-être dans ton avenir ou celui de quelqu'un d'autre, qui ne s'en sortira pas, qui ne survivra pas. Et j'espère, je prie, que pendant ton temps en prison, tu figures pourquoi tu es brisé. Parce que tu es brisé. Théodore, riche et éduqué et beau, et absolument brisé à l'intérieur, elle s'était assise, et Isaac avait serré sa main. La juge Ackerman avait étudié Théodore un long moment. « Monsieur Dixon, j'ai lu vos évaluations psychologiques. Vos avocats arguent que vous avez des problèmes de contrôle des impulsions découlant d'un traumatisme d'enfance non traité. Je suis sympathique aux défis de santé mentale. Mais je suis aussi consciente que vous avez eu tous les avantages dans la vie. Thérapie, ressources, opportunités, et vous avez constamment choisi la violence. » Elle avait fait une pause. « J'accepte l'accord de plaider, mais je veux que vous compreniez quelque chose. L'État recommande 5 ans. Je pourrais vous en donner 8. Je vais avec 5 parce que Madame Garner a demandé la clémence. Pas parce que vous le méritez. Vous purgerez ce temps à l'institution correctionnelle d'État de l'Oregon et vous participerez à chaque programme de gestion de la colère et de prévention de la violence qu'ils offrent. Si j'entends que vous avez causé des problèmes, je m'assurerai que vous purgez chaque jour de votre sentence. Comprenez-vous ? » ?»« Oui, votre honneur, » avait chuchoté Théodore. « Alors, c'est le jugement de cette cour que vous êtes condamné à 5 ans d'emprisonnement, éligible à la libération conditionnelle en 3, en attendant un bon comportement et la complétion des programmes mandatés. » Le marteau avait frappé. Nous levons la séance. Les huissiers avaient emmené Théodore. Il avait jeté un regard en arrière une fois, ses yeux trouvant ceux d'Isaac à travers la salle d'audience. Il n'y avait pas de reconnaissance. Théodore ne savait toujours pas qu'Isaac était le fantôme qui avait envahi la maison de son père, qui l'avait retenu dans ce sous-sol, qui avait orchestré sa chute. C'était bien... Isaac n'avait pas besoin de crédit. Il avait besoin de justice. À l'extérieur du tribunal, les reporters avaient afflué. Evelyn avait préparé une brève déclaration avec l'aide de son avocat. « Je suis reconnaissante envers le système judiciaire pour avoir tenu Théodore responsable. J'espère que d'autres victimes savent qu'elles peuvent se manifester, qu'elles peuvent être entendues. Merci. » Isaac se tenait derrière elle, silencieux et fier, tandis que les flashs crépitaient et que les questions fusaient. Plus tard, lors d'un dîner tranquille chez Jake's Famous Crawfish, leur endroit traditionnel, Evelyn avait picoré sa nourriture et avait enfin posé la question qu'Isaac savait venir. « Papa, as-tu fait quelque chose ? Que veux-tu dire ? » La maison de Stuart Dixon a été cambriolée. Théodore a disparu pendant 1 semaine. Puis soudain, tous leurs avocats ont reculé et l'accord de plaider est arrivé. Elle l'avait regardé directement. C'est beaucoup de coïncidences. Isaac avait rencontré ses yeux. Parfois, la justice a besoin d'un coup de pouce. Parfois, le système fonctionne. Mais seulement si quelqu'un le fait fonctionner. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que je peux te donner. Ma chérie, Evelyn avait été silencieuse, en train de traiter. Puis, je ne veux pas connaître les détails. Mais merci d'être toi, toujours. Ils avaient fini le dîner en parlant de son semestre à venir, de sa recherche en neuroplasticité, de tout sauf de l'obscurité qui avait envahi leur vie, parce que cette obscurité s'estompait maintenant, repoussée par la lumière des conséquences et de la responsabilité, justice imparfaite et durement gagnée.
Mais justice néanmoins, chapitre 8. Le règlement de compte. 6 mois après la sentence de Théodore, Isaac avait reçu un visiteur inattendu. Stuart Dixon était apparu au bureau de conseil en sécurité d'Isaac un après-midi pluvieux à Portland, ne ressemblant en rien au milliardaire poli qui avait offert 84 millions d'euros pour faire disparaître le problème. Il paraissait plus vieux, fatigué, diminué. « Je sais que c'était toi », avait dit Stuart sans préambule. La expression d'Isaac n'avait pas changé. « Je ne sais pas de quoi tu parles ». L'effraction, l'enlèvement de Théodore. Tout ça, Stuart s'était assis sans invitation. La firme de sécurité que j'ai engagée a passé 3 mois à enquêter. Ils ont trouvé des traces, des miettes numériques qui ne menaient nulle part, des témoins qui n'ont rien vu d'utile, des preuves de tactique militaire de grade élite. Mais tout pointait vers quelqu'un avec une formation d'élite et une motivation très spécifique. On dirait un gaspillage d'argent coûteux. Il ne pouvait pas prouver que c'était toi. Mais je sais, appelle ça l'instinct d'un père. Stuart s'était penché en avant. « Je veux comprendre pourquoi tu ne l'as pas tué. Tu as eu Théodore pendant 6 jours. Tu aurais pu le faire disparaître définitivement. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Isaac avait considéré la question. « Parce que le tuer m'aurait rendu comme lui. Un homme qui résout les problèmes avec la violence et ne fait jamais face aux conséquences. Je voulais quelque chose de plus dur que la mort. Je voulais qu'il change. Tu penses que la prison changera Théodore ? Je pense que c'est sa seule chance. Ton argent l'a isolé de la réalité toute sa vie. Maintenant, la réalité est tout ce qu'il a. Peut-être qu'il apprendra, peut-être pas, mais au moins il a l'opportunité. Stuart avait été silencieux un long moment. La fondation que j'ai créée, celle au nom d'Evelyn. Je veux que tu la diriges. Isaac avait ri. Tu n'es pas sérieux ? Je suis complètement sérieux. Nyan. 2 millions d'euros pour la prévention de la violence domestique. Tu sais de première main ce que ça coûte ? Ce dont les victimes ont besoin ? Tu pourrais réellement faire une différence ? Ou tu essayes d'acheter mon silence ? J'essaye de faire quelque chose de bien pour la première fois. En années, la voix de Stuart avait craqué légèrement. Théodore est en prison. Ma fille ne me parle plus parce que je l'ai protégée si longtemps. Le stock de ma compagnie a chuté de 15%. J'ai perdu presque tout ce qui compte et je le mérite. Mais peut-être que du bien peut venir de cette épave. Isaac avait étudié l'homme devant lui. Stuart Dixon était un vilain compliqué, un père qui avait aimé son fils assez pour l'activer, qui avait bâti un empire sur des décisions impitoyables, qui avait enfin fait le bon choix quand ça comptait le plus. « J'y réfléchirai », avait dit Isaac, « mais si je fais ça, c'est à mes conditions. De l'aide réelle pour de vraies victimes, pas de cascade de relations publiques, pas de déduction fiscale se faisant passer pour de la charité. Du vrai changement ? Tout ce dont tu as besoin ?» Stuart était parti et Isaac était resté dans son bureau à regarder la pluie strier les fenêtres. Il avait pensé au chemin qui avait mené ici, du lit d'hôpital d'Evelyn à une salle d'audience, à cette étrange offre de rédemption. Il avait appelé Shane Mercer. « Tu ne vas pas le croire », avait dit Isaac, expliquant la proposition de Stuart. Shane avait sifflé. « L'homme que tu as terrorisé veut que tu diriges sa fondation. Apparemment, tu vas le faire. » Isaac avait considéré « Peut-être, si je peux réellement aider les gens, pourquoi pas ? Transformer quelque chose de sombre en quelque chose d'utile, c'est très évolué de ta part. La plupart des gars qui font ce que tu as fait finissent en thérapie ou en prison. Qui dit que je ne finirai pas en thérapie ? » Shane avait ri. « Bon point. » « Eh ? Je voulais demander des retombées de toute la situation, Théodore ? Aucune, en ce qui concerne quiconque. Il a été enlevé par des assaillants inconnus, retenu pour une rançon qui n'a jamais été payée, et relâché indemne. Le FBI a clos l'affaire après 6 mois d'impasse, et l'invasion domiciliaire chez Stuart, toujours non résolue, il s'avère que 36 milliards d'euros ne peuvent de pas acheter une sécurité compétente. Isaac avait souri. Comment vont Nicolas et Will ? Ils vont bien, ont pris un contrat en Amérique du Sud. En voyant leur salutation, après avoir raccroché, Isaac avait pris une décision. Il accepterait l'offre de Stuart, mais seulement si Evelyn approuvait. C'était son histoire autant que la sienne. Et sa voix comptait le plus. Ce soir-là, il s'était rendu à son appartement près du campus. Elle était de meilleure humeur dernièrement, concentrée sur sa recherche et reconstruisant lentement sa confiance. Les cicatrices physiques s'estompaient, les émotionnels prendraient plus de temps. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» avait-elle demandé en voyant son expression. Isaac avait expliqué la proposition de Stuart. Evelyn avait écouté silencieusement, en train de traiter « Tu penses qu'il est sincère ?» avait-elle demandé enfin. « Je pense qu'il est brisé et essaye de réparer quelque chose d'irréparable. Mais l'argent pourrait faire du vrai bien. Alors fais-le,
Fais-lui payer pour ce que Théodore a fait, juste d'une façon différente. Evelyne avait légèrement souri. De plus, tu es trop agité pour juste diriger des consultations en sécurité pour toujours. Tu as besoin d'une mission? Quand es-tu devenu si sage? J'ai appris du meilleur? Isaac avait accepté l'offre de Stuart le lendemain avec des conditions contrôle opérationnel complet, finances transparentes et un conseil d'administration incluant des survivantes de violences domestiques. Stuart avait accepté tout. La fondation avait lancé 3 mois plus tard avec un programme exhaustif, abri d'urgence, plaidoyer légal, service de thérapie et le plus important, une équipe de réponse rapide qui pouvait aider les victimes à échapper à des situations dangereuses avant qu'elles n'escaladent. Isaac s'était jeté dans le travail avec la même intensité qu'il avait apporté à sa carrière de SEAL. Il avait engagé des travailleurs sociaux, des avocats et des spécialistes en sécurité. Il avait créé des protocoles pour identifier les individus à risque et intervenir tôt, et à l'anniversaire d'1 an de l'agression d'Evelyne. La fondation avait ouvert son premier abri dédié à Portland, une installation sécurisée qui pouvait héberger 20 femmes et enfants avec qu'une seule ligne sur place. Soutien légal et formation professionnelle, Evelyne avait coupé le ruban, son sourire sincère malgré les souvenirs que la date portait. C'est à quoi ressemble la guérison, avait-elle dit à la foule rassemblée. Pas oublier ce qui s'est passé, mais le transformer en quelque chose qui aide les autres. Mon père m'a appris que la force n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle, morale. C'est le choix de transformer la douleur en but. Isaac avait regardé du fond, la fierté l'envahissant. Sa fille avait survécu et prospérait. Théodore était en prison, apprenant les conséquences, et Isaac avait trouvé une nouvelle mission qui n'impliquait pas la violence, mais sauverait des vies néanmoins. La justice, avait-il réalisé, n'était pas toujours un moment unique. Parfois c'était un processus désordonné, compliqué et continu, mais valant chaque étape. Chapitre 9. Clôture. 2 ans et demi après la sentence de Théodore, Isaac avait reçu une lettre de l'institution correctionnelle d'État de l'Oregon. « Monsieur Garner, je m'appelle Théodore Dixon. Vous ne me connaissez pas, mais je connais votre fille, Evelyne. Je suis l'homme qui l'a blessée. J'écris parce que mon thérapeute a suggéré que j'essaie de faire amende honorable aux personnes que j'ai blessées. Je n'attends pas le pardon, je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que je comprends maintenant ce que j'ai fait, pas juste les dommages physiques, mais la confiance violée, la peur que j'ai créée, la vie que j'aurais pu terminer. La prison a été difficile. J'ai été blessé, humilié, forcé à faire face à ce que je suis, sans argent ou privilège pour me cacher derrière. J'ai été en thérapie 3 fois par semaine pendant 2 ans, j'ai appris sur mes patterns, mon entitlement, la façon dont j'ai été enseigné que mes sentiments comptaient plus que la sécurité des autres. Je ne demande pas de sympathie, je demande juste que vous sachiez que je suis différent de ce que j'étais. Il me reste 16 mois sur ma sentence. Quand je sortirai, je recommence. Nouveau nom, nouvelle ville. Une vie où je ne peux pas me cacher derrière l'argent de mon père. Je veux travailler avec des hommes comme moi, des hommes qui blessent les femmes, et essayer de les arrêter avant qu'ils ne détruisent des vies comme je l'ai fait. S'il vous plaît, dites à Evelyne que je suis désolé. Je sais que les mots sont insignifiants vu ce que j'ai fait, mais ils sont vrais. Elle méritait mieux, elle méritait la sécurité et le respect, et je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. J'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle est heureuse. Et j'espère qu'un jour, elle pourra penser à ce qui s'est passé sans peur. Théodore. Isaac avait lu la lettre 3 fois, cherchant de la manipulation ou de l'auto-apitoiement. C'était là subtilement. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre, un remords sincère, peut-être même de la croissance. Il l'avait montré à Evelyne. Elle l'avait lu silencieusement, des larmes coulant sur son visage. Penses-tu qu'il le pense? Je pense qu'il essaye de le penser. S'il réussit, est à lui. Devrais-je répondre? Seulement, si tu veux, tu ne lui dois rien, ma chérie. Pas le pardon, pas la reconnaissance. Rien. Evelyne avait réfléchi un long moment, puis elle avait sorti son ordinateur portable et avait commencé à taper « Théodore, j'ai reçu ta lettre. J'apprécie que tu reconnaisses ce que tu as fait. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ton remords n'efface pas mon traumatisme. J'ai encore des cauchemars. Je sursaute encore quand quelqu'un bouge trop vite. Je porte encore des cicatrices qui me rappellent quotidiennement ce que tu as fait. Mais je crois aussi que les gens peuvent changer. Je dois le croire. Parce que sinon le monde est trop sombre. Alors j'espère que tu es sincère. J'espère que tu deviens quelqu'un de différent. Je ne te pardonnerai pas. Le pardon n'est pas quelque chose que je suis capable de donner en ce moment. Peut-être jamais. Mais je dirai ceci. Si tu veux vraiment changer, fais-le pour la prochaine femme. Fais-le pour chaque femme qui pourrait croiser ton chemin.
Deviens quelqu'un qui rend le monde plus sûr au lieu de plus dangereux. Je vais bien, je termine mon doctorat en neurosciences, étudiant la récupération du traumatisme dans le cerveau. Ironique, peut-être, mais significatif, j'utilise ce qui s'est passé pour aider les autres à comprendre et guérir de la violence. Je ne veux plus entendre parler de toi, mais j'espère que tu réussis à devenir meilleur. Pas pour moi, pour toi-même et pour tous les autres que tu aurais pu blesser si tu n'avais pas été arrêté. Evelyn. Elle avait montré la réponse à Isaac, il l'avait lue et avait senti quelque chose se libérer dans sa poitrine. Une tension qu'il portait depuis cette horrible nuit à l'hôpital. « Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été », avait-il dit. « J'ai appris de toi, papa. Tu m'as appris que la force n'est pas à propos de la violence ou de la vengeance. C'est à propos de survivre et de construire quelque chose de l'épave. » La lettre avait été envoyée. Théodore n'avait jamais répondu ce qui était approprié. 4 mois plus tard, Isaac avait reçu un appel de Stuart Dixon. Il parlait occasionnellement maintenant à propos des affaires de la fondation. Leur relation professionnelle est distante. Théodore est libéré la semaine prochaine. Avait dit Stuart, « Je pensais que tu devrais savoir. Vas-tu être là ?»« Non !» Il m'a demandé de ne pas venir, a dit qu'il avait besoin de le faire seul. Stuart paraissait fatigué. Il a changé son nom de famille, a obtenu un emploi avec une organisation à but non lucratif de prévention de la violence à Seattle. Il essaie, Isaac. Bien, c'est tout ce que nous pouvons demander. Je voulais te remercier. Pourquoi ? Pour ne pas l'avoir tué, pour lui avoir donné une chance de devenir quelque chose d'autre que ce qu'il était. Je ne pouvais pas le faire. J'étais trop occupé à le protéger pour le sauver. Tu as fait ce que je ne pouvais pas. Isaac avait considéré cela. Tu as fait ce que tu pensais être de l'amour. Tu as juste confondu l'amour avec la protection. Ce ne sont pas la même chose, je le sais maintenant. Ils avaient raccroché et Isaac avait continué sa journée, examinant des propositions de fondation, rencontrant le personnel des abris, planifiant de nouveaux programmes. Sa vie avait trouvé un rythme, un but au-delà de la violence qui avait défini tant de son passé. Ce soir-là, il avait rencontré Evelyn pour leur dîner hebdomadaire chez Jake's Famous Crawfish. Elle était radieuse, excitée par sa défense de dissertation à venir, parlant d'offres d'emploi d'institutions de recherche à travers le pays. « Je pense à Stanford », avait-elle dit. « Bon programme de neurosciences. Beau campus. C'est en Californie ?» avait noté Isaac. « Je sais, mais je ne peux pas laisser la peur dicter mes choix. Théodore est à Seattle. Il construit une nouvelle vie. Je devrais faire de même. » Isaac avait souri. « Tu as raison, la Californie n'est qu'à 2 heures de vol. Je peux visiter... Tu ferais mieux, quelqu'un doit me garder nourri. » Tandis qu'il parlait et riait, Isaac avait réfléchi au voyage de cette terrible nuit à ce moment de paix. Le chemin avait été sombre et violent, avait requis qu'il devienne l'arme qu'il avait autrefois été, franchir des lignes que la plupart des gens n'approchaient jamais, mais ça avait fonctionné. Théodore changeait, ou du moins essayait de changer. Evelyn prospérait. La fondation avait aidé des centaines de femmes à échapper à des situations dangereuses. La justice n'était pas venue du système seul. Elle avait requis une intervention, une pression, le genre de guerre asymétrique qu'Isaac avait appris dans les équipes. Il ne le regrettait pas. Il le referait tout, parce que, en fin de compte, la protection n'était pas à propos d'argent ou d'avocats ou de règlements. C'était à propos de se tenir entre les gens que l'on aimait et l'obscurité qui les menaçait. C'était à propos d'utiliser chaque compétence, chaque ressource, chaque once de volonté pour s'assurer qu'ils survivent et prospèrent. Isaac Garner avait été beaucoup de choses. Onseal, un guerrier, un fantôme dans la nuit, mais son rôle le plus important était le plus simple. Père, et il avait rempli ce rôle de la seule façon qu'il connaissait, avec une dévotion absolue, sans compromis. L'addition était arrivée, Isaac avait payé, comme toujours, et ils étaient en assortis dans la soirée de Portland, père et fille, survivants tous les deux, prêts pour ce qui venait ensuite. Parce que les cauchemars s'estompaient, les cicatrices guérissaient, et l'avenir, pour la première fois depuis longtemps, paraissait lumineux. Snitching isn't a bad thing, in my opinion. Just be cautious, do your research, be careful. My acne is so bad and it's only getting worse. It's all over. My pores are dirty and nothing is cleaning them out. I have so much texture on my forehead and chin, and I feel so dirty even though I wash my face and take care of my skin. This is so real. You're not going to see it as much anymore because I'm on Accutane, and it is making a very big difference for me, and I am so fortunate to have access to that. But
no, I relate. And I'm not gonna say, like, use this brand, it works. Because, like, that is just such an invalidating thing. Like, acne isn't your fault. It is genetic. It can be genetic. Like, it is all these things, and there are some things that make a tiny dent in this huge issue, and I'm not gonna, like, tell you these things as if it's your fault. And I also, like, I think there is so much value in saying, you're beautiful anyways, you look gorgeous with it. But also, like, it hurts. Acne hurts. Like, I remember getting headaches because of my acne, and like, it hurts. You have open wounds all over you, and it's awful, and it sucks, and I'm so sorry. But it is temporary, for almost everybody, and even beyond that. I think it'll pass. I mean, my dad likes to say, and it depends who your parents are. So, like, talk to your family, see where it comes from and see what helped them, see when it went away for them. But my dad said he had the worst acne in high school, but he still looks beautiful and young because he just has such an oily face. And now he doesn't have, like, fucking wrinkles. I don't know how, because he's old as fuck. He's, like, almost 60. So fucking old. I love him. But he's, like, almost 60. He's 59. Turned 60 this fucking year. That's insane. But, looks young as a duck. But it's the worst. Pardon me. And yeah, it's hard to give advice because I don't want to say, just wash your face more. Just use this treatment. Like, it sucks. It sucks, it sucks, it sucks, it sucks. And I'm sorry, and I hear you, and it sucks. But you will be okay, and it doesn't define you, and you are so much more than little red wounds on your face. You know what I mean? But no, I know. I would be in, like, the changing rooms or the dressing rooms for, like, performances or plays or whatever, and I'd look in the mirror, and everyone else had this, like, glowing, perfect, beautiful skin, and I was sitting there with, like, at the height of my acne, like, 5 thick pimples this big just scattered on my face, fully open wounds here and here, and it just, like, felt impossible, and it was so lonely, because it just was like, I don't know what to do, and people would be like, my acne is getting so bad, I'm breaking out, I'm telling you, I'm breaking out, and then they'd have, like, 3 pimples, I was like, who are you talking to? Please look in, they're like, my pimples make me look so bad, and I'd look at them and I'm like, so can you please be aware of who you're talking to? Please do that. Please be aware of your surroundings. I don't know. Maybe, would it help if I show you my acne? I feel like it might not. It'll either make you feel less alone or, like, even more, like, Quinn, mine's worse than yours, shut the fuck up. I didn't always, like, take photos of it, though, this was when I was trying to document it, because I feel like you don't get the full effects. I don't want to show you my whole entire freaking face. Yours is exactly like that. Okay, twin. But this is